Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va aborder la deuxième unité, nature et mécanisme de l'expression de l'information génétique, chapitre 1, notion de l'information génétique. Et on va essayer durant cette vidéo, Inch'Allah, de comprendre ou bien de connaître la localisation de l'information génétique, soit pardon, chez les êtres vivants unicellulaires, ça veut dire les êtres vivants possédant une seule cellule, soit chez les êtres vivants pluricellulaires, ça veut dire les êtres vivants qui possèdent plusieurs cellules. Et ça toujours concerne les élèves de la deuxième année sciences physiques et sciences de la vie de la Terre, option française. Donc tout d'abord, pardon, on va essayer de déterminer le rôle du noyau chez l'amèbe. Et comme vous le connaissez déjà, donc l'amèbe c'est un être vivant unicellulaire qui appartient au protozoaire. Donc il possède une seule cellule, le noyau qui est béni dans le cytoplasme. Donc on va prendre cette amèbe et la sectionner en deux parties, une partie possédant seulement le cytoplasme et une partie possédant le noyau. Les deux parties seront, seront cultivées dans un milieu convenable et on va attendre quel résultat on va obtenir. Donc, concernant la partie possédant seulement le cytoplasme, donc il finit par la mort. D'accord, ça veut dire qu'il y avait mort de cette partie, ou bien on dit qu'il y avait une dégénérescence de cette partie. Alors que la partie possédant le noyau, donc il arrive à régénérer ou bien à former une nouvelle amèbe. Donc, d'après cette expérience, on remarque que la partie qui est capable de survivre, c'est la partie qui possède le noyau, et par conséquent, on déduit que le noyau est indispensable à la survie de la cellule. Et maintenant, on va parler de la localisation de l'information génétique, soit chez les êtres vivants unicellulaires, soit chez les êtres vivants pluricellulaires. Et on va commencer les êtres vivants unicellulaires en étudiant des résultats obtenus sur les acétabulaires. Donc, pardon. Donc, comme vous le connaissez, donc l'acétabulaire, c'est une algue unicellulaire, ça veut dire qu'il possède une seule cellule, ayant une taille qui varie entre 2 à 8 cm, fixée sur les roches dans les eaux marines. Donc, d'après cette figure, on remarque que l'acétabulaire, il possède trois parties: le chapeau, le pied et les rhizoïdes, ou on peut aussi les appeler les crampons. Donc, le rhizoïde, c'est la partie qui abrite ou bien qui contient le noyau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, ou bien les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont sectionné cette acétabulaire en trois parties. Une partie possédant seulement le chapeau, une partie possédant le pied et une troisième partie possédant les rhizoïdes. Après culture de ces trois parties dans un milieu convenable, donc, et après quelques jours, donc les chercheurs ont remarqué que le chapeau, donc il finit par mourir. La même chose pour la partie possédant le pied, donc il finit par donc mourir. Alors que la partie possédant bien le rhizoïde qui possède le noyau, donc il arrive à régénérer donc une nouvelle algue similaire à l'acétabulaire initiale. Donc d'autres expériences ont été donc faites sur les acétabulaires. C'est ce que vous voyez ici dans cette figure. Donc comme vous le voyez, il y avait deux types ou bien deux espèces des acétabulaires. Donc une acétabulaire à chapeau crénelé et une acétabulaire à chapeau rond. Donc la différence entre ces deux acétabulaires, c'est la forme du chapeau. Ici, le chapeau est rond, alors que ici, le chapeau est crénelé. Bien sûr, la partie précédente, ça veut dire l'expérience précédente, elle nous a montré que ces deux parties, ça veut dire le pied et le chapeau, donc finissent par mourir. C'est la même chose aussi pour cette algue. Donc, ce qui nous concerne, c'est les rhizoïdes, ça veut dire les parties contenant
les noyaux. Les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont échangé les noyaux entre les deux types des acides tabulaires. Ça veut dire, l'acide tabulaire à chapeau rond, ils ont pris leur noyau et l'a greffé, ou bien le greffé dans le résidu provenant d'une acétabulaire à chapeau crénelé. Alors que le noyau d'une acétabulaire à chapeau crénelé, elle a été greffée dans ou bien dans le cytoplasme d'une acétabulaire à chapeau rond. Ça veut dire qu'il y avait échange de noyaux. Les acétabulaires obtenus donc sont similaires, ou bien l'acétabulaire obtenu sont similaires aux acétabulaires donneuses du noyau. D'accord? Donc, l'analyse de pour analyser cette expérience, qu'est-ce qu'on dit? Donc, on remarque qu'après l'échange des noyaux entre les deux espèces d'acétabulaires, que la forme du chapeau des nouvelles acétabulaires, donc ici on aura un S, d'accord, est similaire à celle donnante du noyau. Ça veut dire la forme du chapeau, il est contrôlé par le noyau. Et par conséquent, on déduit ou bien on conclut que l'information génétique chez les êtres vivants unicellulaires se localise au niveau du noyau. Maintenant, on va voir est-ce que c'est la pour les êtres vivants pluricellulaires ou non. Donc, on va étudier ou bien des résultats obtenus chez la vache. Donc, ici, on a une vache à robe noire et blanche, ça veut dire qu'il y avait des parties noires et des parties blanches, d'accord? On prélève un embryon, ça veut dire embryon au début de son développement, ça veut dire après la fécondation d'une ovule, on a obtenu un œuf. Et cet œuf, il commence à se développer. Ça veut dire cet œuf, c'est une cellule, donc il commence à se diviser. Après cette division, on aura donc un embryon et on va prendre une seule cellule à partir de cet embryon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer le cytoplasme et garder le noyau. Ou bien à partir d'une deuxième vache à robe rouge, qu'est-ce qu'on a fait? On a prélevé son ovule non fécondé, ça veut dire non fécondé. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le contraire de cette première partie de cette expérience. Ça veut dire ici on a gardé le noyau, ici on va éliminer le noyau et garder le cytoplasme. Et le noyau obtenu à partir de cet embryon, on va le greffer dans une cellule ou bien dans cette ovule qui ne contient pas le noyau car on a déjà éliminé le noyau. Donc ici on a un œuf qui contient quoi? Donc qui contient le cytoplasme provient de la vache rouge et le noyau provient de la vache donc à robe noire et blanche. Cet œuf sera donc réimplanté dans l'utérus d'une vache porteuse. Donc, le résultat obtenu, on a donc obtenu un vœu qui est similaire à la vache donnante du noyau. D'accord? Donc, d'après cette expérience, on déduit aussi que l'information génétique se localise au niveau du noyau chez les êtres vivants, chez les êtres vivants pluricellulaires. Donc, à partir de cette expérience, on déduit que chez les êtres vivants pluricellulaires, l'information génétique se localise aussi au niveau du noyau. Donc, vous pouvez, chers élèves, trouver plusieurs expériences, soit les expériences qui ont été faites sur les lapins, soit les expériences qui ont été faites chez les xénopes, soit qui ont été faites chez plusieurs êtres vivants pluricellulaires. Donc, le résultat, c'est le même, c'est que toujours l'aspect entre parenthèses extérieur, ça veut dire le caractère, soit la couleur ou bien la forme, donc il est contrôlé toujours par le noyau et par conséquent on dit que l'information génétique se localise au niveau du noyau. Donc, en conclusion, donc d'après les expériences précitées, ça veut dire réalisées sur les êtres vivants unicellulaires et précellulaires concernant la localisation de l'information génétique, on
conclut que l'information génétique se localise chez ces différents êtres vivants au niveau du noyau. Donc, merci de votre attention, chers élèves. Donc, on aura, Inch'Allah, une deuxième vidéo où on va parler du transfert de l'information génétique.